TV, l'émission Aolam Amedoubar, Aviv Enveter pour vous servir. Et ce soir, un point particulier à traiter, celui des relations israélo-américaines. Les relations israélo-américaines, c'est un peu du « je t'aime, moi non plus ». Je t'aime, moi non plus, pourquoi? Parce que on a tendance à penser que Israël, c'est l'ami inconditionnel des États-Unis. Il y a beaucoup de rhétorique, et d'ailleurs, on retrouvera, on en parlera tout à l'heure, mais on retrouvera cette rhétorique qui parfois est dans le « je t'aime », parfois dans « moi non plus », au cours de l'histoire des relations israélo-américaines. Et pour vous situer un petit peu dans le contexte de l'histoire, mais aussi de son actualité, commençons d'abord par l'actualité. L'actualité d'aujourd'hui, c'est bien sûr de croire que vous avez des relations qui sont aujourd'hui, dit-on, glaciales. Glacial est peut-être le mot, mais comme le dit le major général et directeur général de l'INSS, l'Institut national pour les études stratégiques de l'Université de Tel Aviv, nous sommes effectivement dans la rhétorique, une rhétorique dure, et pour reprendre le mot de l'ambassadeur des États-Unis, après cette saillie maladroite, inacceptable, du ministre des Finances Bezalel Smotrich sur effacer Hawara, même s'il avait explicité après son propos, il n'empêche que le propos d'un ambassadeur des États-Unis en Israël qui propose ni plus ni moins que de jeter Bezalel Smotrich de l'avion si des fois il était accepté, si son visa était accepté. Imaginez déjà un ministre en exercice en Israël, élu démocratiquement, qui ne serait pas accepté sur le sol américain. Ça serait une première. En tous les cas, il est vrai que le mot de l'ambassadeur « jeter », je ne dirai pas le mot parce que c'est trop trivial ici à la télévision, mais jeter donc un ministre hors de l'avion est un propos qui est lui aussi une première. Donc les relations qu'on peut effectivement retrouver dans cette actualité cachent bien sûr quelque chose, une stratégie. Il n'y a pas de rhétorique sans volonté, bien sûr, derrière la communication, vouloir donc gérer une tactique, une stratégie qui obligerait peut-être son interlocuteur, la nation avec qui on a affaire, à vouloir prendre des décisions, en tous les cas servir les intérêts de l'un ou l'autre des interlocuteurs, de l'une ou l'autre des nations. En l'occurrence, les Américains l'ont prouvé à maintes reprises dans leur histoire, et quelles que soient d'ailleurs les nations à qui ils ont eu affaire, ils ont prouvé que seuls leurs intérêts sont importants. On connaît l'épisode de la Première Guerre mondiale, on connaît également l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les deux cas, il n'y avait pas de volonté affichée de vouloir rentrer dans la guerre, et voire même, il y avait un fort mouvement de la population, la majorité de la population américaine, de vouloir éviter de rentrer dans l'une et l'autre des deux premières guerres mondiales. En fait, les Américains jouent leurs intérêts. On peut le comprendre. Ils ont même joué, rappelons-nous, le protectionnisme entre les deux guerres. Leurs intérêts sont importants. Alors, est-ce que, face à la rhétorique de l'allié inconditionnel d'Israël, y aurait-il ici une quelconque hypocrisie? Non, les jeux sont clairs. Les jeux sont à tel point clairs que Truman, le président Truman, donc au moment de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, le président Truman était en faveur de l'indépendance d'Israël, en faveur donc de cette déclaration unilatérale faite donc le 14 mai 1948. Mais
le département d'État, et d'ailleurs même une grande partie de l'exécutif et des diplomates du monde entier n'étaient pas pour favoriser la création d'un État d'Israël. Le président Truman, finalement, se retrouve à valider, à signer, dès la déclaration d'indépendance faite, à signer effectivement donc cette reconnaissance de l'indépendance d'Israël. Et on va même voir d'ailleurs que le premier passeport israélien sera celui de Golda Meir, qui viendra aux États-Unis en tant que directrice générale du département politique de la Histadrut et du Mapai, le parti cofondé avec David Ben-Gurion, qui après a fusionné avec le Parti travailliste israélien, donc un parti de gauche qu'elle aura cofondé. Eh bien, c'est à ce titre-là qu'elle partira aux États-Unis pour y collecter des fonds, avec un passeport israélien reconnu, validé par l'administration américaine. Elle sera aussi la première ambassadrice d'Israël en Union soviétique de l'époque, sous Staline, et c'est d'ailleurs avec l'agrément de Joseph Staline, qui agira plus tard avec beaucoup de récriminations et de conséquences antisémites, que les propos et que la nomination de Golda Meir aura eu comme incidence. Et donc finalement on se retrouve avec des relations américaines qui, au-delà de la rhétorique, au-delà même de l'amitié dont j'ai parlé, en tous les cas de l'accueil favorable du président Truman pour la création de l'État d'Israël, on se retrouve quand même avec déjà des intérêts américains très largement connus, à savoir faire concurrence, bien sûr, à l'Union soviétique, qui, depuis les années 30, avait choisi, et d'ailleurs choisi, et aussi avait été choisi par une population essentiellement originaire d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, pour effectivement donc accompagner la création d'un foyer national juif, à l'époque le Yishuv. Eh bien, c'est pour contrecarrer finalement la présence de l'Union soviétique au moment où a commencé la guerre froide que les Américains ont voulu, et c'est d'ailleurs le propos qu'aura tenu Harry Truman en 1951 à David Ben-Gurion, qu'il rencontrera, effectivement de dire que l'allié inconditionnel des États-Unis, c'est Israël. Et est-ce que les intérêts américains d'un allié ici stratégique pouvaient contrebalancer la volonté du département d'État de dire eh bien, c'est plutôt les intérêts pétroliers qui priment, c'est plutôt la majorité de la population arabe dans la région qui prime? Eh bien non, c'est bien ici, donc, un intérêt géostratégique, le fait d'avoir un pays qui puisse freiner le nationalisme arabe, pouvoir ralentir, en tous les cas, la volonté panarabique de l'Égypte de l'époque, que les Américains ont choisi. Finalement, aujourd'hui, derrière la rhétorique, donc je reviendrai à l'histoire tout à l'heure, mais finalement, la rhétorique d'aujourd'hui semble se durcir. Alors, on parlait de glacial tout à l'heure. Glacial, bien sûr, en vitrine. Mais comme le dit ce major général, directeur de l'Institut national des études stratégiques de l'Université de Tel Aviv, la politique continue. Les relations entre le Pentagone, le dispositif militaire américain, et Tsahal n'a jamais été aussi proche, n'a jamais autant travaillé de concert, et d'ailleurs les derniers exercices
qui ont eu lieu dans le nord d'Israël sont une preuve d'une grande proximité. Donc, de ce point de vue-là, la politique continue. Mais dans le même temps, la rhétorique, accepter qu'un ambassadeur des États-Unis puisse effectivement vouloir donner autant de verve dangereuse, inacceptable de la part d'un diplomate à l'égard d'un ministre en exercice israélien, aussi extrême soit-il dans son propos. Il y a quelque chose ici, effectivement, un peu d'inaugural. Voilà. Mais l'actualité, c'est aussi regarder ce qui se passe en Israël. On avait découvert que depuis le mandat d'Obama, de Barack Obama, président des États-Unis, on avait remarqué qu'il y avait un sentiment, en tous les cas, presque une glaciation entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, alors Premier ministre. Qu'il y avait en tous les cas des intérêts qui semblaient ne pas converger. Et effectivement, on l'a vu, puisque le déplacement que fera Barack Obama, ce ne sera pas à Jérusalem, comme on pouvait s'y attendre, surtout dans cette période difficile, ce sera au Caire, ce sera donc en Égypte. Et que fera-t-il en Égypte? Eh bien, ça sera pour finalement aider à la sortie, voire même, il n'a pas voulu peut-être, mais en tous les cas, l'emprisonnement d'Hosni Moubarak, le président d'alors, le raïs égyptien, pour qu'il soit remplacé par qui? La carte à jouer que Barack Obama croyait correspondre donc aux intérêts américains, c'était les frères musulmans. Et on va voir effectivement les frères musulmans prendre le pouvoir au Caire, et Barack Obama ne pas venir à Jérusalem, ne pas s'en expliquer devant les Israéliens, voire même ne pas avoir effectivement de proximité quelconque avec eux. Mais est-ce que ça veut dire que notre major général dont je parlais tout à l'heure a tort? Non, il n'a pas tort. Parce que dans le même temps, il n'y avait jamais eu autant de proximité entre les agences de renseignement, entre les dispositifs militaires de chacun des pays, voire même de la recherche militaire, qui depuis 1951 n'a jamais failli. N'a jamais failli en termes de recherche. Pas nécessairement, on en reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'histoire, mais pas nécessairement en termes d'échange de marchandises. On a, avec cette rhétorique difficile, on a compris qu'avec Barack Obama, les choses ne seraient pas le même mariage qu'on avait pu avoir avec Ronald Reagan, par exemple. La même proximité, même si avec quelques difficultés, mais avec Bill Clinton. Et encore moins avec George W. Bush, George Walker Bush, qui a montré à plusieurs reprises combien il pouvait être proche d'Israël, même si il avait une histoire d'intérêt plutôt proche des pays, en tous les cas du Golfe, puisque, vous le savez, il était gouverneur du Texas et donc des puissances pétrolières. Mais jamais failli, en tous les cas, dans son soutien inconditionnel, en rhétorique, comme, effectivement, sur le plan arrière-boutique, sur l'échange depuis 1951, échanges militaires, échanges commerciaux. Vous savez qu'Israël bénéficie de cette règle extraordinaire de droit de libre-échange, donc libre de taxes et de douanes en ce qui concerne les échanges entre les États-Unis et Israël. Donc quelque chose d'important. Et puis, vous le savez aussi, que chaque année a été décidée l'attribution à Israël de plus de 3 milliards de dollars pour aider Israël sans condition préalable. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est dit sur le papier.
Si vous me poussez un peu, je vous expliquerai dans le détail ce qu'il y a derrière ces 3 milliards de dollars. Mais comme personne ne m'y pousse, bon, je vais continuer. 3 milliards de dollars, plus, effectivement, quelque chose qui est important, c'est la caution à hauteur de plusieurs milliards de dollars, la caution qui est octroyée à l'État d'Israël pour qu'il puisse faire des emprunts sur le marché bancaire international. Et là, on peut dire que c'est une aide absolument précieuse. Le seul pays qui bénéficie de la même générosité, c'est l'Égypte. Donc, c'est vous dire que, effectivement, dans les faits, on a effectivement des choses qui sont tangibles, qui sont, depuis 1951, un soutien militaire sans faille, un soutien commercial, et effectivement des échanges qui sont toujours en progression, ou qui se maintiennent, comme en ce moment. Il est même arrivé que des suppléments soient demandés par l'État d'Israël lors d'opérations ou de bombardements de roquettes sur Israël pour aider donc effectivement à avoir un dôme de fer qui soit opérationnel H24. Donc la réalité, elle est que la politique continue, mais que la rhétorique quand même, elle est parfois glaciale, elle est parfois dure, et parfois même elle s'ingère dans la politique israélienne. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui nous intrigue. Quelque chose qui nous intrigue, c'est notamment le discours qu'on aurait dû remarquer, celui de Anthony Blinken, qui est, vous le savez, le secrétaire d'État, enfin le responsable du département d'État des États-Unis, qui vient très souvent dans la région, même si ce n'est pas le premier sujet américain. Le premier sujet américain du moment, c'est l'Ukraine. Le deuxième sujet, c'est la Chine. Mais le troisième sujet reste quand même le Proche-Orient. Anthony Blinken n'est pas allé s'adresser, comme on le fait traditionnellement, à l'AIPAC. L'AIPAC, c'est donc ce lobby pro-israélien qui, certains le disent, est un peu le faiseur de roi. En tous les cas, celui qui fait du lobbying, et lobbying n'était pas un gros mot dans la société américaine, puisque le lobbying aux États-Unis est quelque chose qui est très encadré, certes, mais qui est tout à fait, qui n'a rien de complotiste, en tous les cas. Voilà. Donc l'AIPAC est le lobby pro-israélien, largement financé par la communauté juive américaine, mais aussi par des protestants plutôt engagés à aider Israël, à soutenir Israël, avec ce petit arrière-plan que aider Israël, c'est finalement aider à faire revenir Jésus sur terre. Bon, c'est leur credo, et ce credo est respectable, mais en tous les cas, il nous est profitable, puisque en Israël, on profite de ce soutien sans faille de ces protestants engagés. On a effectivement aussi, avec l'AIPAC, une proximité due à un lobbying permanent et historique, puisque l'AIPAC a été créé pratiquement 17 jours après la rencontre de David Ben-Gourion et du président Truman en 1951. Donc l'AIPAC a cette tradition à pignon sur rue, et donc chacun des députés de la Chambre des représentants ou du Congrès, finalement, connaissent l'AIPAC et bien évidemment en tiennent compte dans les élections comme dans les relations israélo-américaines. Sauf que Anthony Blinken, ce n'est pas à l'AIPAC qu'il a fait son premier discours, c'est à J Street. J Street est un mouvement de lobbying qui veut faire concurrence à l'AIPAC au nom d'un progressisme
c'est ainsi qu'il se commente, au nom d'un progressiste qui voudrait que on prenne en compte non pas un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, mais qu'on prenne en compte aussi la situation des Palestiniens. Comme si, effectivement, aider seulement Israël, c'était finalement se désengager de la question palestinienne, alors qu'elle est tellement imbriquée. Et finalement, donc, on voit dans cette histoire un choix délibéré du département d'État, soutenu par Barack Obama, dont je rappelle qu'il a fait son premier discours en Égypte, plutôt que de le faire donc, en Israël, et qu'il a favorisé l'éviction d'Hosni Moubarak, qui représentait la continuité d'Anwar el-Sadat dans les accords de Camp David, les accords de paix avec Israël, pour faire entrer dans l'arène politique égyptienne les frères musulmans Morsi. Sauf que, vous savez ce qui est arrivé après, c'est le général Sisi qui, par un coup d'État, va reprendre la main et écarter les frères musulmans de l'arène politique égyptienne. On se retrouve donc à ce moment-là, effectivement, avec quelque chose qui nous inquiète un petit peu, parce que, alors, ok, la rhétorique, bah, c'est de la communication, ça ne nous fait pas tellement peur dans l'actualité, mais quand ça devient quand même un mot grossier de la part, une attitude grossière de la part d'un ambassadeur des États-Unis, M. Knight, l'ambassadeur des États-Unis actuel, qui propose de jeter un ministre en exercice de l'avion, là, c'est plus simplement de la rhétorique. Il y a quelque chose qui ne se fait pas en tant que diplomate. Mais rappelons-nous, c'est pas pour revenir encore tout à fait à l'histoire, hein, mais c'est juste pour illustrer, rappelons-nous que à l'occasion des élections du troisième mandat de Benjamin Netanyahou, le New York Times avait pris fait et cause pour l'opposition à Benjamin Netanyahou. Un journal considéré un petit peu comme Le Monde, comme Haaretz, c'est-à-dire dont la renommée et la rigueur devrait être celle d'une neutralité, en tous les cas d'une objectivité affichée, même si on sait que l'objectivité peut parfois se teinter de subjectivité, mais en tous les cas pas afficher un soutien politique. Mais le New York Times réitérera d'ailleurs quand il choisira de soutenir un candidat américain plutôt qu'un autre. Et là aussi, c'est typiquement américain que de franchir la ligne et de choisir qui on soutient ou on ne soutient pas. Finalement, avec le New York Times, avec Anthony Blinken qui choisit J Street, donc cette opposition de gauche démocrate, donc pour faire son premier discours, le choix de Barack Obama de faire son premier voyage au Caire, de favoriser l'éviction d'Hosni Moubarak qui représentait la continuité des accords de paix avec Israël, et puis pour la première fois, sous le mandat de Barack Obama, de voir que au Conseil de sécurité, qui vous savez est la seule contrainte juridique qui peut s'appliquer à un pays, eh bien voilà que, à l'occasion d'un vote, les États-Unis, plutôt que d'utiliser leur droit de veto, qui est une constante depuis la création de l'État d'Israël et des relations israélo-américaines, donc depuis 1948, les Américains vont s'abstenir et laisser passer une motion contraignante contre Israël à propos de la colonisation que je mets entre guillemets. C'est une première. Alors là, on a dépassé la rhétorique.
On n'est plus dans la rhétorique, on est dans l'ingérence. Alors la situation actuelle, est-ce qu'on pourrait dire que l'administration de Joe Biden est de même nature? Pas tout à fait. Je dis pas tout à fait parce que vous verrez que tout à l'heure que l'actualité, il y a quand même des choses qui nous interpellent en tous les cas. Joe Biden est un ami sincère, un ami de 47 ans. Ça fait 40 ans qu'il fréquente l'État d'Israël. Il y a des soutiens, il y a des amis, et il a eu des propos, que ce soit en tant que député ou que ce soit en tant que vice-président de Barack Obama, des propos absolument nets et précis en ce qui concerne le soutien à Israël. Donc de ce point de vue-là, rhétorique et continuité d'une certaine politique, il n'y a rien à dire. Sauf que, est-ce que Joe Biden aujourd'hui est vraiment le maître de l'administration américaine? Quand on regarde ce qui se passe du côté du département d'État, quand on constate ce que les accords nucléaires avec l'Iran sont un petit peu là aussi fluctuants, puisqu'on avait dans un discours il y a quelques semaines du président Biden où il n'y aurait pas, et rappelez-vous même, c'était même à Jérusalem en juillet 2022, où il disait, le 14 juillet, il disait très précisément qu'il n'y aura jamais d'armes nucléaires en Iran. Et puis voilà que nous nous trouvons aujourd'hui devant un département d'État américain qui finalement commence à poser les conditions de gestion d'un arsenal nucléaire. Il ne le dit pas de façon aussi claire, mais il le laisse en tous les cas sous-entendre que l'AIEA devra rendre son rapport et dire s'il y a danger ou non d'un enrichissement nucléaire suffisant pour que l'Iran ait la bombe nucléaire. Et là, il y a un petit peu rhétorique qui passe à l'ingérence dans la politique israélienne et même dans le soutien conditionnel à l'État d'Israël. Les choses avaient été dites très clairement par Joe Biden, et finalement, il semblerait que le département choisisse une autre orientation. C'est pour ça que je parle de questionnement à propos de la présidence de Joe Biden sur son administration. Et finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des propos inacceptables, une rhétorique qui se poursuit, une politique et des échanges toujours au même niveau, voire qui augmentent entre Israël et les États-Unis, mais là aussi une ingérence qui nous inquiète. Et à tel point que les manifestations que nous avons à vivre ici en Israël, on a remonté un petit peu le fil, on a déroulé la pelote, et il est quand même un petit peu interpellant que de découvrir que derrière tout cela, il y a quand même le mouvement pour la qualité de vie politique qui est lui-même financé par le département d'État américain. Alors on se demande pourquoi le département d'État américain va financer J-Street, va financer ce mouvement israélien pour la vie politique israélienne. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici ce qu'on pourrait nommer de délit d'ingérence? Est-ce que ce financement indirect, puisque finalement c'est pour améliorer la vie politique d'Israël, eh bien ça paraît plutôt positif, sauf que ce mouvement-là sert effectivement à beaucoup de manifestations. Et là, la question de l'ingérence antérieure pose la question d'une ingérence actuelle.
Caroline Glick, journaliste israélienne, a écrit un article où pour elle les choses sont claires. Il y a une ingérence américaine dans l'actuelle manifestation pour ou contre la réforme. Et je vous renvoie pour les détails de cette réforme à l'excellente émission de Galid Zimra et Benjamin Felous, deux chroniqueurs de Tandem TV, qui ont largement explicité les détails et qui vous ont donné donc la tonalité de ce qui se passe. Et vous pouvez maintenant aussi, grâce à cette émission où vous connaissez les fondements de cette réforme, savoir aussi désormais que nous sommes pas loin d'un consensus, en tous les cas sinon entre politiques, mais entre juristes, puisque la présidence, le Centre national de recherche juridique et son président travaillent de concert avec des juristes pour la réforme et contre la réforme, et sont proches d'un consensus où on aurait effectivement à ramener la Cour suprême à sa fonction, à la laisser donc effectivement être un organe au-delà comment dirais-je, un petit peu comme la Cour constitutionnelle française, eh bien d'avoir une observation de la constitutionnalité des lois fondamentales d'Israël, même si on n'a pas de constitution à proprement parler, mais qu'il n'y aurait plus comme ça de structure, de dispositif qui échapperait au peuple, qui échapperait à sa représentation, c'est-à-dire le Parlement, la Knesset. On est proche de ce consensus-là. Tout cela, bien sûr, organisé, en tous les cas parrainé, sinon organisé, par le président Herzog. Donc, il y a quelque chose qui est en place, proprement israélien, et pourtant, au vu des ingérences antérieures, on peut légitimement s'inquiéter d'une ingérence extérieure, mais l'ingérence d'un ami aussi proche que les États-Unis, il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Dans l'histoire, puisqu'il faut en parler, pour comprendre un petit peu les fondements de ce soutien inconditionnel, et pourtant il semblerait que ça ne soit pas toujours le cas. Dans l'histoire, ça n'a pas toujours été, j'ai commencé par là, un je t'aime inconditionnel. Ça a été toujours un je t'aime moi non plus. Rappelons-nous 1956, le canal de Suez. L'affaire du canal de Suez, les Français et les Britanniques veulent réagir au blocus égyptien sur le canal de Suez. Donc, bien évidemment, pouvoir laisser la libre circulation du pétrole sur le canal de Suez. Demande de l'assistance d'Israël, Israël accepte, avec des conditions bien sûr, et voilà que les États-Unis et les Russes interviennent et demandent aux Français et aux Britanniques de sortir du jeu, d'arrêter donc la guerre contre l'Égypte, ce que les Français et les Britanniques vont faire. Les Israéliens vont mettre un petit peu plus de temps. Là aussi, ils vont négocier leur départ. Mais il n'empêche que les Américains, ici, soutien inconditionnel, auraient pu soutenir effectivement les Israéliens engagés, leurs alliés français et britanniques. Non, ils se sont alliés aux Russes, aux Soviétiques, pour faire dégager tout le monde et laisser l'Égypte tranquille. Alors que c'est l'Égypte qui avait commencé ce qui était inacceptable, à savoir le blocus. Donc les Américains obéissent d'abord à leurs intérêts, avant leur soutien inconditionnel. En 1967, l'USS Liberty, un navire de guerre de la NSA américaine, va être bombardé. Bombardé par qui? Par les Israéliens. Mais à l'époque, les Américains disent que c'est les Égyptiens.
Les Syriens. On apprendra plus tard que c'était bien les Israéliens qui avaient bombardé ce bateau. À tel point que les Israéliens vont reconnaître leur erreur et dédommager donc l'armée américaine. Sujet clos, on ferme le rideau, soutien inconditionnel ou convergence d'intérêts. Finalement, on découvre en 1967, avec cette affaire, que les Américains, finalement, tempèrent leur soutien inconditionnel, mais qu'il est nécessaire, en tous les cas, pour l'État d'Israël. Même s'il faille parfois, manger son chapeau, le soutien inconditionnel tel qu'il est dit dans la rhétorique, dans la réalité, il est quand même nécessaire. En 1973, lors de la guerre de Kippour, voilà que les Israéliens, et le général Moshe Dayan le premier, menacent d'utiliser l'arme nucléaire. Problème. Les Américains, depuis Truman, depuis Kennedy, depuis Johnson, ne veulent pas, bien évidemment, qu'il y ait d'arsenal nucléaire dans cette région. Même Richard Nixon, qui, devant le fait accompli, sait très bien qu'Israël dispose de l'arsenal nucléaire, très largement offert par la France. Est-ce que c'est peut-être le dédommagement de la guerre du canal de Suez de 1956 ? Question. Mais en tous les cas, en 1973, voilà que Moshe Dayan menace d'utiliser l'arme nucléaire et Henry Kissinger, juif lui-même, mais secrétaire d'État, c'est-à-dire responsable du département d'État américain, d'abord les intérêts américains et après le soutien inconditionnel, dira « Nous stoppons tous les échanges avec l'État d'Israël si cette menace se poursuit. » Finalement, vous le savez, Israël n'utilisera pas d'arsenal atomique à l'époque, et l'acheminement américain, finalement, viendra quand même jusqu'en Israël. Mais il n'empêche que les mots qui ont été prononcés, que je ne pourrais pas vous prononcer ici à l'antenne, ont été très durs, très durs, et de part et d'autre, de la part d'Henry Kissinger et de la part des Israéliens qui lui ont répondu. Donc tout n'est pas rose dans les relations israélo-américaines. Pendant la guerre du Liban, soutien inconditionnel de la part des Américains vis-à-vis d'Israël. Pendant la guerre du Liban, on est effectivement avec un problème sur les bras. C'est bien sûr l'Afghanistan, l'URSS en Afghanistan, et la Corée du Nord qui commence à frémir un petit peu dans le milieu du nucléaire. Et là, les Américains se disent, c'est pas le moment de se fâcher avec l'État d'Israël, d'autant que à la présidence américaine, on a un fidèle allié, très engagé, Ronald Reagan. Et on va se retrouver donc avec un soutien inconditionnel qui vient tempérer le questionnement qu'avaient les Israéliens sur ce soutien, justement, sur cet accord tacite d'un amour israélo-américain quand le président Jimmy Carter, qui a précédé donc Ronald Reagan, qui a quand même parrainé les accords de Camp David, et notamment le voyage de Sadat à Jérusalem en 1977, les accords de Camp David,
Eh bien, Jimmy Carter, avec à sa tête au secrétaire d'État Brzezinski, a des mots très durs vis-à-vis d'Israël, veut exiger d'Israël. C'est la gauche qui est au pouvoir. C'est la gauche qui est au pouvoir, et la gauche au pouvoir, c'est elle qui a poussé aux implantations. C'est elle qui a poussé au mitzpim, au point d'observation dans certaines régions d'Israël. C'est la gauche travailliste qui, au pouvoir depuis des lustres, avec jusqu'à Menachem Begin, qui a poussé à être partout dans un Israël qui devait être un territoire, des frontières de défense. Tant mieux. Sauf que, eh bien, cette gauche qui va partir avec Yitzhak Rabin pour des raisons entre guillemets futiles, puisqu'il partira pour deux raisons, vous le savez. La première raison, c'est la vente de F-15 un jour de Shabbat, et parce qu'il avait un compte en banque en dollars aux États-Unis, au nom de sa femme, ce qui était interdit à l'époque en Israël par la loi. Et donc il démissionnera en 1977, et ce sera Menachem Begin, donc de cette droite dure, qui prendra le pouvoir et qui finalement fera la paix avec l'Égypte. Mais Jimmy Carter veut plus. Il veut qu'on revienne sur la question des territoires de 1967. Et la rhétorique est très difficile, très dure vis-à-vis d'Israël. En même temps, elle entraîne l'Europe dans des wagons qui ne sont pas toujours très sympathiques, puisque, effectivement, on va choisir, un peu comme la France, d'avoir une politique arabe plutôt qu'une politique équilibrée dans la région, avec un seul État démocratique qui est celui d'Israël. Alors, la présence, bien sûr, la succession avec Ronald Reagan, c'est du bonheur, c'est une histoire d'amour avec Israël. Mais en même temps, la guerre du Liban, c'est un divorce entre les Américains et les Européens, puisque les Européens seront vent debout contre Israël dans cette histoire. C'est d'ailleurs la France, vous le savez, qui viendra embarquer Yasser Arafat, qui était parti au Liban pour représenter les Palestiniens résistants à l'oppresseur israélien, je mets ça entre guillemets bien sûr. C'est Yasser Arafat qui sera donc protégé, embarqué par la France, sauvé par la France, et qui rejoindra la Tunisie et Mahmoud Abbas pour continuer donc sa guerre contre Israël. Donc les Européens sont vent debout contre Israël. Heureusement, les États-Unis sont à nos côtés. Dans ce va-et-vient, dans cette fluctuation entre je t'aime et moi non plus, difficile de s'y retrouver. Et c'est peut-être là qu'on peut, en tous les cas, trouver une des raisons, un petit vide, et vous savez que la nature a horreur du vide, pour laquelle la première intifada va être déclenchée. C'est bien sûr une hypothèse. Mais une hypothèse sur laquelle on étudie aujourd'hui et que les analystes, en tous les cas, ne mettent pas de côté. Parce qu'effectivement, dans cette région du monde, la moindre faiblesse profite à quelqu'un. Les Israéliens le savent. Les Occidentaux, qu'ils soient européens ou outre-Atlantique, le savent moins. C'est pour ça que des amis de décennies comme Joe Biden, c'est important pour Israël. Des amis dont l'idéologie, les valeurs sont partagées avec Israël, c'est important. Je parlais des protestants engagés, de la communauté juive américaine, c'est important. Donc on a ici effectivement quelque chose qui est essentiel au rouage. Et c'est là peut-être que
je reviens à la situation actuelle. Caroline Glick, dans un article donc récent, je le disais tout à l'heure, met en avant un petit peu cette ingérence indirecte dans ces manifestations qui sont largement financées quand même, puisque quand même, d'avoir tous ces pôles de sonorisation partout, ça coûte de l'argent. D'avoir toutes ces banderoles partout, ces bus qui ramènent des gens à un même endroit, ça coûte de l'argent. On peut se poser légitimement la question, d'où vient l'argent? Est-ce qu'une simple association peut se permettre de dépenser autant? Est-ce que G-Street peut se permettre de pouvoir faire la pige, si je puis dire, voilà que je parle trivial, faire la pige à l'EPAC, l'EPAC où il n'y a pas un seul président de chambre de représentants ou de parti présent au Congrès qui ne soit pas venu faire un discours lors du rendez-vous annuel de l'AIPAC. Pas un. Il n'y a pas un candidat à la présidence qui ne soit pas venu faire son discours d'amitié, de soutien inconditionnel à l'État d'Israël lors de ces rendez-vous de l'AIPAC. Pas un seul. Donc, effectivement, de choisir ce petit groupe, entre guillemets, qui a une histoire tout à fait récente et opportune, je vous le rappelle, elle a été créée du temps de Barack Obama par le département d'État, eh bien, c'est un choix délibéré. Donc, ingérence qui déjà nous interpelle et aujourd'hui nous rend les choses un petit peu plus compliquées. Même si c'est indirectement, est-ce que les États-Unis ne jouent pas ici un jeu un petit peu trouble avec Israël? Il y a un élément qui devrait peut-être nous éclairer. Rappelons-nous de l'affaire Jonathan Pollard. Voilà un Américain qui travaille à la Navy et qui va, vous le savez, transmettre des documents à Israël. Il est sioniste, mais il est citoyen américain, sûr du soutien inconditionnel américain, mais il trahit quand même son pays et il transmet des documents donc à Israël. Il va être emprisonné. Et il va être emprisonné, il va devenir le plus vieux prisonnier américain pour des faits semblables. À un moment donné, Bill Clinton voulait le faire libérer, et c'est le secrétaire d'État de l'époque qui va s'y opposer fermement. On sait aussi que quand Barack Obama va rencontrer Nicolas Sarkozy, l'outre-Atlantique, l'Amérique qui rencontre la France, à l'époque la France de Sarkozy était plutôt pro-américaine, une discussion entre les deux, en off, comme on dit, c'est-à-dire soi-disant hors micro, mais qui a été enregistrée, eh bien finalement ne sera pas très tendre vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, et les deux s'engagent à le faire dégager. Là non plus, je ne peux pas dire les mots qui ont été prononcés et qui sont officiels. Vous pouvez les retrouver sur le net. Mais voilà que on sent bien qu'il y a quelque chose ici qui tient à une ingérence ad hominem où on dit le nom de celui qu'on veut faire dégager pour des intérêts qui soient pas ceux d'Israël, donc on est loin du soutien inconditionnel, mais qui soient ceux, bien sûr, des pays respectifs, à savoir la France et les États-Unis. Donc, de la situation actuelle, où un ambassadeur peut effectivement, je vais le dire de manière un petit peu vive, se lâcher
et dire qu'il veut jeter un ministre en exercice de l'avion et le dire officiellement, il y a quelque chose qui peut inquiéter. Et pourtant, dans la réalité, notre directeur général de l'Institut national des études stratégiques a raison. Les choses continuent. L'accord maritime avec le Liban, c'est quand même sous le mandat de Biden qu'il a été réalisé. Et avec le mandat de l'opposition de l'époque. Et avec l'accord de l'actuelle coalition. C'est grâce aux Américains que cet accord maritime a été réalisé. C'est grâce aux Américains que les accords d'Abraham, même animés par une diplomatie très vive israélienne, celle à l'époque de Benjamin Netanyahou qui était et Premier ministre et en même temps ministre des Affaires étrangères, mais il n'empêche que Donald Trump, à la suite de ses prédécesseurs, ont contribué effectivement à vouloir stabiliser la région, que peut-être Barack Obama pensait que le printemps arabe allait pouvoir équilibrer un petit peu les forces. Il s'est trompé. Et d'ailleurs, il a rompu sa promesse quand il avait dit que si des fois les Syriens, dans la guerre que menaient les Syriens contre l'opposition syrienne du printemps arabe, il avait dit que si des fois des armes chimiques étaient utilisées, il interviendrait. Et finalement, les lignes rouges ont été franchies très largement et très souvent, et après même avec les alliés russes qui se sont installés à Tartous, sur la base de Tartous, donc au Liban, eh bien on a effectivement un Barack Obama qui n'a pas tenu ses promesses et a laissé effectivement donc se créer une situation difficile pour Israël, mais dans le même temps, Israël a su trouver une parade avec un échange de bons procédés avec la Russie, de Poutine, sous le mandat de Benjamin Netanyahou, pour pouvoir intervenir et casser la dynamique iranienne, la présence iranienne donc, dans le nord d'Israël. Finalement, de tout cela, de toute cette rhétorique, de cette politique finalement qui profite aussi à Israël, on le voit bien, puisque le droit de veto, en dehors de cette abstention dont j'ai parlé avec Barack Obama, au-delà même des ingérences supposées, mais en tous les cas qui a des illustrations concrètes, tangibles, de la part des Américains vis-à-vis d'Israël, on a aussi du côté israélien des ingérences du côté israélien sur le sol américain. Rappelons-nous, quand aux élections de Donald Trump, Benjamin Netanyahou est venu dire son amitié à l'opposition. Donc, est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère? Mais il n'empêche qu'il y a ici quand même aussi une ingérence qui n'est pas appréciée, qui n'a pas été appréciée du côté américain. Quand dans son discours, Benjamin Netanyahou à l'ONU vient, malgré les accords nucléaires qui avaient été signés par Barack Obama, du temps de Barack Obama, vient dénoncer ce qui se passe réellement en Iran, ce que tout le monde savait, à savoir que les Iraniens continuaient d'enrichir l'uranium. Les Israéliens n'avaient pas pris la peine, et Benjamin Netanyahou n'avait pas pris la peine, bien évidemment, de prendre langue avec la présidence américaine, ni même, bien sûr, avec le département d'État. Et là, c'est un coup de Jarnac, si je puis dire, un coup dans le dos qui a été fait à l'administration américaine, puisqu'ils ont été surpris. Et les Américains n'aiment pas être surpris. Encore une fois, une histoire d'intérêt. L'intérêt, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et pour les Américains, c'est important que leurs subordonnés
je dis ça au sens propre, puisqu'ils sont les super gendarmes du monde, ce sont les parrains des Israéliens, eh bien, n'aiment pas que leurs filleuls fassent des choses dans leur dos. Donc il y a aussi du côté israélien des initiatives qui sont prises et qui ne sont pas toujours du goût des Américains. Cette ingérence-là, donc, n'est pas la même que celle américaine, qui parfois a mis l'existence d'Israël en jeu, mais il n'empêche qu'on n'est pas tout à fait dans un je t'aime. Je confirme définitivement, nous sommes dans les relations israélo-américaines dans un je t'aime, moi non plus. À bientôt sur Tandem pour une prochaine émission.